Donc du coup, bon je te propose de passer au bilan. Alors on va faire un bilan un peu spécial. C'est-à-dire qu'on va pas prendre forcément le classement actuel. Voilà. On va Oui, prendre c'est plutôt exact. par méritocratie. C'est-à-dire on va déterminer quelles équipes sont les plus méritantes, Mm. quels ont été vraiment nos coups de cœur et nos déceptions. Et donc voilà, on va commencer comme ça avec en 6ème position au niveau de la méritocratie. Bon, pas de bol, ils sont aussi 6ème, vous l'avez deviné, c'est l'Italie. Exactement, c'est les valeureux mais moins bons Italiens. Ouais. Moi, le bilan, il va être vite fait. Voilà. 5 défaites, c'est la 6ème cuillère de bois d'affilée. Y a, on voit quand même quelques potentiels, mais il faut que ça dure 80 minutes, sauf que ça dure que 5 minutes. L'équipe d'Italie, voilà, est dans sa sacrée pétrin. Je sais pas à quoi ça va ressembler l'année prochaine, mais bon, je pense pas que ça va se relever de sitôt. Ouais, c'est exact, cette équipe est complètement en chantier. Par exemple, au côté positif, on a noté que par exemple que pratiquement que 3 individualités, donc notamment la charnière, que la plupart du temps a été bonne. Il y a juste le dernier match où on a été très déçus. Et aussi l'ailier Ricky qui est Yohane, l'ailier qui était le moins décevant de cet effectif. Sinon, bah, malheureusement, elle a encaissé au moins 40 points à chaque match, Mm. ce qui n'était jamais arrivé. C'est vraiment malheureux. Et quand on voit le classement à l'IRB, eh ben, c'est pas anodin qu'ils sont 15e, que par exemple, ils se font devancer notamment par les Japonais, les Fidjiens, la Géorgie, bizarrement, Voilà. les Tongiens et les Samoans. Donc du coup, bah Ça témoigne quand même du très bas niveau de l'Italie, quand même. Voilà, ils sont vraiment dans une crise assez profonde parce que quand on arrive à être au-delà de la 15e place et même commencer à être talonné, bon certes entre la 15e et la 20e place il y a 8 points de coefficient au moment où on enregistre cette vidéo, Mhm. mais voilà, quand tu commences à te rapprocher de cette équipe, de ces équipes, c'est que vraiment il se passe quelque chose parce que on le sait très bien, les États-Unis, l'Uruguay, la Roumanie, je dis ça avec de gros guillemets, ne sont pas des très grosses nations de rugby. Ça se joue, Actu- mais ce sont pas des très grosses. On va dire c'est ah, les meilleurs parmi les moyennes nations, on va dire. Donc pour résumer, l'Italie, il faut une solution et vite parce que sinon, faut bien l'avouer que c'est une franche rigolade cette équipe. ah oui, malheureusement. Ensuite, en 5ème position, bon, ils sont aussi voilà 5ème. Vous l'avez deviné, c'est les Anglais. Mais en même temps, voilà, quand tu passes de vainqueur des 6 nations et vainqueur de l'Autumn Nation Cup à la 5ème position, voilà, il y a un problème. Et ça peut s'expliquer aussi par le fait que beaucoup de joueurs anglais qui sont en sélection nationale jouent aux Saracens et que les Saracens, à cause de la crise du Covid, ne jouent pas parce que leur championnat en l'équivalent de Pro D2, la deuxième division, en Angleterre, est suspendu indéfiniment et voire même voilà, elle ne redémarrera pas. Ce qui fait que pour les temps de jeu, c'est voilà, c'est très difficile de les maintenir. Après, pour une équipe soi-disant plus faible, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de grands matchs, hein, voilà, mais très franchement, on aurait peut-être pu imaginer pire voilà, on aurait peut-être pu imaginer pire pour l'Angleterre, mais c'est vrai que oui, si on analyse tel quel, c'est vraiment pas leur année. Et oui, c'est exact, comme tu l'as dit, à cause du fait il y a beaucoup de joueurs de Saracens qui sont dans l'équipe type de l'Angleterre et que Eddie Jones a décidé de les maintenir sur la feuille de match en titulaire, eh bien, ça a contribué à ce tournoi raté, malgré l'éclaircie face à l'équipe de France. Faut bien avouer que c'était un tournoi raté. Donc du coup, pour résumer, l'Angleterre,
bon, c'est vrai que d'un côté, je me dis, j'espère que c'est juste une année sans. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé très récemment, enfin très récemment, c'était en 2015 par exemple, tournoi raté, qu'est-ce qui se passe tournoi raté, plutôt Coupe du Monde Coupe du Monde. ratée. Coupe du Monde ratée. Et l'année d'après, 2016, pour le tournoi à destination, première place. Donc j'ai plutôt envie de croire que voilà, c'était une année sans, ça s'est déjà produit, une année sans. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas rassurant. Le Covid y contribue aussi. Oui, Mais j'ai exactement. envie de croire quand même que c'était juste un passage sans. Parce qu'on a d'excellents joueurs quand même, avec Johnny May et notamment le botteur Owen Farrell, même si quand même on sent qu'il manque un peu de jeu. Par moment, on sentait que c'était pas totalement son tournoi, mais voilà, l'équipe d'Angleterre, on le sait, elle est très forte. Là, voilà, c'est certainement la situation qui fait que, mais bon, moi je pense qu'ils vont rebondir quand même. Ensuite, on va passer à la 4e position dans la méritocratie. Et là, vous allez peut-être être surpris, mais ou pas si vous écoutez si vous écoutez depuis le début, mais nous pensons très fortement que c'est le Pays de Galles qui mérite cette position, la 4e position, parce que oui, ils ont gagné le tournoi, mais à quel prix Il y a véritablement que 2 matchs vraiment référence, 3 si on compte l'Italie. Les 2 premiers matchs, et voilà, je le redis encore, mais les Gallois n'étaient vraiment pas convaincants. On sentait que ils étaient surmenés, que certes ils profitaient de quand même, faut bien l'avouer, ils profitaient de quelques belles contre-attaques, mais ça faisait de la peine. Hein, ils avaient énormément de mal à défendre. C'est seulement vers la fin, c'est contre l'équipe de France, paradoxalement qu'ils ont fait le meilleur match. Qu'on a reconnu des Gallois en force, conquérants, avec leur fameux mur rouge. Donc voilà, pour moi, le Pays de Galles, ils sont vainqueurs, oui, mais ce n'est pas le plus beau des vainqueurs hein, pour cette année. Oui, mais c'est vrai que c'était quand même c'est crescendo. Oui. C'était quand même crescendo et que quand même on peut voir que c'était une très bonne équipe et que c'est pas si surprenant que par exemple il y a des matchs comme il y a certains matchs où ils sont pas du tout les meilleurs. C'est pratiquement même des fois dans leur ADN d'être pas forcément le meilleur sur le terrain et de gagner. C'est vraiment dans leur ADN. C'est comme je t'ai dit durant tout le tournoi. C'est vraiment la seule nation à pouvoir rebondir après un désastre l'année dernière, notamment avec uniquement une victoire face à l'Italie. Celui qui ressort gagnant de ce tournoi, c'est Riz Zamit. Et ça, c'est pas à chier, notamment parce que il sera nommé, je pense, dans les meilleurs joueurs de tournoi. Ça, c'est indéniable. Et du coup, c'est l'une des éclaircies qu'on peut noter. La combativité notamment du capitaine Halloween Jones, le capitaine taiseux qu'on connaît, et ainsi que l'éternel aussi Biga qui est toujours là. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est vrai que là tu viens de ressortir des joueurs quand même qui, à part peut-être pour un quand même, qui sont jeunes. C'est vrai que ça fait du bien de voir des jeunes joueurs, mais il faut rappeler que le Pays de Galles, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne font pas des matchs exceptionnels, c'est que c'est une équipe qui est très vieille. C'est même la plus vieille du tournoi destination. Du coup, évidemment, un joueur de 30 ans n'a pas autant d'énergie qu'un joueur de 20-25 ans. Donc évidemment, il faut qu'ils ménagent leurs forces. Ce qui fait que, je pense que c'est aussi à cause de ça, ce qui fait que techniquement, c'est peut-être pas du beau rugby, entre guillemets, mais voilà, le résultat est là et ils sont premiers. Peut-être pas mérité, mais ils sont là, voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont capables de faire des mauvais matchs entre guillemets, mais de les remporter. Et voilà.
Il y a des fois, ça suffit. Bon, il y a certaines fois, ça masque des fois certains mal, mais justement, ils ont su rebondir vite fait, et notamment à inverser la tendance, et ils auraient pu même gagner le grand chelem, ce qui aurait été impensable encore il y a quelques mois. Ils avaient le grand chelem jusqu'à la 82e minute face à la France. Ce qui est terrible d'un côté, mais tant mieux pour nous. Exactement. Voilà. Donc voilà, cette 4e position pour le Pays de Galles en termes de méritocratie, on reprécise. Du coup, en 3e position, l'Irlande. L'Irlande qui, je pense, aurait pu grappiller quelques places, mais ce qui nous fait mettre l'Irlande à cette 3e place, c'est que c'est son début de tournoi qui est décevant malgré les propositions. Même voilà, après elle s'est rassurée à la fin avec 3 victoires d'affilée. Mais voilà, pour moi l'Irlande, voilà, c'est une équipe qui a énormément de potentiel. On le sait, ils ont prouvé malgré le retard à l'allumage dès le premier match que voilà, il fallait compter sur eux. Et voilà, une très belle équipe d'Irlande. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'ils sont peut-être trop dépendants de Jonathan Sexton. Jonathan Sexton, voilà, on va pas dire du mal de lui, évidemment, c'est un très bon joueur. Mais le problème, c'est que si jamais il n'est pas là, et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs à la fin du match contre le Pays de Galles, et voire même pendant tout le match de l'équipe de France, parce qu'évidemment il était en repos, ça a besoin quand même de nouvelles têtes. C'est le seul reproche que je pourrais peut-être faire à l'Irlande, c'est que ça a besoin de nouvelles têtes très importantes qui puissent, voilà, il faut entraîner ces nouvelles têtes, il faut entraîner ces nouveaux joueurs. Encore faut-il qu'ils puissent s'exprimer, mais c'est vrai qu'en même temps, quand t'as un bon joueur, t'as pas envie de te séparer. Exactement, mais d'un côté aussi, en parallèle avec le Pays de Galles, l'Irlande repose encore sur ses cadres. Comme je te l'ai dit, il y avait quand même, c'est pour ça qu'il y avait quand même un petit retard à l'allumage. Donc du coup, notamment Sexton qui était sorti notamment. Ouais, il était sorti sur protocole convention contre le Pays de Galles, protocole convention qui n'avait pas vraiment abouti et qui fait qu'il a dû se reposer et qu'il n'a pas pu jouer contre l'équipe de France. Ainsi que son suppléant, c'est l'image qu'il aura malheureusement, et que ça va le dépeindre pour l'instant de sa jeune carrière notamment. C'est Billy Burns. C'est cette fameuse touche ratée dans les derniers instants. Exactement. Au Pays de Galles, ouais. C'est vrai que c'est terrible pour lui parce que je pense très franchement qu'il a énormément de potentiel, mais voilà, passer derrière Jonathan Sexton, c'est comme à l'époque pour l'Angleterre, passer derrière Johnny Wilkinson. D'autant que l'Irlande peut se targuer que en 21e siècle d'avoir eu deux très grands numéro 10 et Botter, pour être plus précis notamment, qu'il y a eu Ronan O'Gara avant, et que Ronan O'Gara a épaulé notamment ce fameux Sexton. Donc du coup, cette équipe d'Irlande, elle se repose quand même sur ses cadres. Il y en a un qui s'est un peu démarqué, c'est Gibson Park, qui peut vraiment prendre la place de Murray. Ça, c'est à noter. Donc moi, parce que qui m'avait bien plu. Malheureusement, ils vont perdre à la fin de saison C.J. Stander, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est ce que tu avais précisé la semaine dernière. Exactement. Et que que ce groupe va aller en 2023, mais en revanche, il va falloir plutôt bien très bien rodé 2023, parce qu'après il faudra certainement faire une grosse table rase après 2023. Ouais, exactement, même s'il y a quand même quelques cadres comme normalement Jordan Lamour qui était pas mal, ou Jacob Stockdale,
mais ces 2 joueurs avaient un petit peu avaient eu quelques problèmes avant de bien revenir. Il va falloir quand même faire attention à cette équipe. Elle a fait un tournoi plutôt mi-raisin. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis à cette 3e place. Quand elle est un peu en perdition, elle perd, notamment face au Pays de Galles où ils se sont sabordés. Mais en revanche, face à l'équipe de France, ils se sont tombés sur un mur. Et sans la botte de Jonathan Sexton pour convertir et pour déranger la ligne défense, notamment sur les chandelles, c'est un peu plus dur pour porter cette responsabilité. Après, au fil du tournoi, ils ont quand même assez bien assuré, assez dominé leur match. Et que c'est vrai qu'il y a quelques moments où ils sont absents, mais on a senti quand même une confiance que l'on reconnaissait durant le mandat de Joe Schmidt, notamment du côté des entraîneurs, et qu'Andy Farrell le pérennise bien le jeu à l'irlandaise. J'ai rien à rajouter du coup pour l'Irlande. Voilà. Moi non plus. Ensuite, il nous reste la France et l'Écosse. Donc pendant un temps, pour être totalement sincère, on avait fait un début de débrief juste avant le match France-Écosse où on disait que la France serait certainement en première position et l'Écosse en 2e position. Mais au final, au vu du match qui s'est passé avec le match France-Écosse, il nous a paru plus judicieux et même plus logique d'inverser ces positions. Donc du coup, nous avons en 2e position la France et en première position l'Écosse. Alors on va d'abord commencer par la France. Très franchement, voilà, il faut le dire quand même, elle a fait une très bonne, un très bon tournoi. Hein. Ils ont fait une très belle compétition. Il y a eu quelques bas et quelques ratés, notamment contre l'Angleterre. Bon, c'est toujours discutable, certes, mais voilà, il faut l'avouer, c'est un raté, malgré le fait qu'ils étaient bons. Mais voilà, on sent quand même que l'équipe est là, qu'elle est rodée, qu'elle est vraiment qu'elle est prête, oui, mais qu'il y a encore quelques petits trucs à corriger, comme tu l'as précisé dans la précédente vidéo avec France-Écosse. Voilà, il y a une défense à réparer, voilà, qui est quand même solide, mais il faut qu'elle soit encore plus solide que ça. Ça a été l'occasion vraiment de découvrir aussi des joueurs, vraiment. Le nouveau botteur qui remplaçait Romain Ntamak, rappelle-moi son nom. Mathieu Jalibert. Voilà, Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui, très franchement, a assuré. Parce que déjà que Romain Ntamak, bon, il n'a pas pu participer au tournoi excepté pour le dernier match. Les 2 derniers matchs, même si l'avant-dernier, mais bon, voilà, il n'a pas pu participer au tournoi la plupart du temps. Donc du coup, voilà, on a découvert vraiment de nouvelles pépites et de très très bons remplaçants. Et aussi des confirmations avec notamment Gaël Ficou, Teddy Thomas, le numéro 9... Antoine Dupont. Antoine Dupont, voilà. Je me souvenais plus, pourtant je le savais, mais je me souvenais plus. Voilà, Antoine Dupont en numéro 9. J'en oublie d'autres, Grégory Aldrit, mais j'aurais presque tendance à dire tous les joueurs. Hein, voilà, tous les joueurs. Oui. C'est une équipe, tout simplement. Oui, exactement. Il y en a pas énormément qui ont déçu. Le seul peut-être qui me déçoit le plus, c'est Teddy Thomas. On sait que avec lui, au niveau de la défense, il fait pas forcément partie du dispositif vraiment. Il ne correspond pas à l'archétype du plan de jeu du côté de l'équipe de France, mais qui lui permet d'être titulaire. C'est le fait que c'est un joueur qui peut transpercer la défense. Quelque chose. Voilà. En fait, Teddy Thomas, c'est le Bernard Fa du rugby. C'est-à-dire qu'avec lui, il peut se passer quelque chose. À telle action, il peut se passer quelque chose, mais qu'il manque notamment pour la défense ou sur la régularité de tout un match. Le seul où il a été le meilleur, c'était paradoxalement, c'était face à
à Angleterre. l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. C'est C'était l'Angleterre. face à l'Angleterre. Et parce qu'on a vu un Tenny Thomas qui était un peu plus discipliné en défense, mais ce n'est pas suffisant. Normalement, il y avait quelqu'un comme Gabin Villière qui s'est blessé, et que lui, en revanche, lui, avec sa petite taille et son faible gabarit, je pense que au niveau d'autres matchs, notamment, lui, il a la capacité de chercher les ballons pour embêter la sortie du ballon. Et notamment sur les 2 derniers matchs, il nous aurait bien fait du bien en défense. Malheureusement, il n'est pas là. Cette Autumn Nation Cup, et notamment sur les derniers matchs, le fait qu'on a vu beaucoup de joueurs a permis de retrouver certaines têtes. Donc c'est pour ça qu'on retrouve notamment justement les Gabin Villière, les Dylan Cretin, les Cyril Cazot, qui était peut-être aussi le seul autre point peut-être plutôt négatif, même si c'est trop gros pour le dire, mais c'était celui le moins vu de ce côté-là. Le retour de Brice Dulin, parce que c'était celui qui a gagné le plus au niveau de ce Autumn Nation Cup. Donc bravo à lui. Donc, mention spéciale à lui. Confirmation que Charles Olivon est le capitaine qui va emmener la France en 2023. Oh, ça, oui. Confirmation qu'on a des bons piliers qui tient plutôt la route, même si Awas, dans la mêlée, c'est pas lui qui va faire le boulot, ce sera Cyril Bay. Donc c'est ça un petit peu son angle, c'est plus sur le jeu courant où il est un peu plus utile. Mais quand même, quand on a quand même une dynamique, et ben c'est pour ça qu'il est titulaire, parce qu'il en fait partie. Et puis des troisième lignes dont il faut la retenir le nom, donc notamment justement des Dylan Cretin, des Anthony Gelon, qui quand on va revoir François Cross à son plus haut niveau, eh bien il y aura quand même débat pour la composition, pour qui pourra accompagner Charles Olivon et Grégory Aldrit, qui est vraiment le numéro 8 de l'équipe de France, parce qu'à pratiquement tous ses sorties, mais mis à part quelques actions où des fois il tient pas le ballon, c'est vraiment le numéro 8. Et puis que dire, notre ligne d'arrière, notamment que Dupont, je trouve peut-être Dupont a moins bien, mis à part face à l'Italie, et peut-être moins bien terminé le tournoi, par contre. C'est même pratiquement enfin pas forcément d'Irlande, mais par exemple de ce qu'on le connaît, il y avait pratiquement que face aux Anglais au début, où on voit si peut-être il y a aussi un petit peu les Gallois, les Anglais par bribes, mais c'est vrai qu'on voit pas le Antoine Dupont All Black. C'est-à-dire que par exemple, dès qu'il y a une équipe, notamment les grandes équipes, il coche en premier de celui qu'il faut plaquer, c'est Antoine Dupont. Il y avait quand même un plan anti-Dupont à chaque fois. Et justement, faut qu'Antoine Dupont se remette en question de ce côté pour contrer ces plans-là, maintenant qu'on connaît beaucoup plus son jeu. Et à tel point que il se fait contrer plusieurs fois, notamment pour les dégagements. Il faudra tenir ce niveau qui est Antoine Dupont, mais sinon, même si son niveau moyen est quand même très 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 correct, mais c'est vrai que notamment face aux Gallois et les Écossais, j'aurais bien voulu avoir Baptiste Serin pour le remplacer, parce que c'est vrai que je pense que peut-être que même le Covid lui a un petit peu affaibli sur ses capacités. Il faut pas se le cacher. C'est pour ça qu'aussi qu'on a fait un tournoi un petit peu moins bon. C'est peut-être pour ça aussi, il y en a certains qui ont un petit peu été victimes, qui ont peut-être moins récupéré. Donc du coup, les Gazelles, le capitaine de la défense Gaël Ficou, Virimi Vekatoa, qu'il faudra qu'il fasse attention, parce que mis à part ces quelques éclairs, il faudra être plus constant, et on veut voir le Virimi Vekatoa, le casseur de ligne. Malheureusement, on ne l'a pas très peu vu. Et c'est vrai que il s'était remis avec une blessure. C'est pour ça que d'un côté, il avait été remplacé notamment, et que lui aussi peut être aussi un facteur X, parce qu'on connaît ses qualités de casseur, de franchisseur implacable. Mais après, moi, je me fais pas de soucis de son niveau. Il le retrouvera. On retrouvera quand même via Katawa avec un très bon niveau. Mais c'est vrai que quand même, depuis 2 ans, on a quand même une ossature autour de 3 centres à signaler, notamment
Virminia Katawa, Gaël Ficou et Arthur Vincent. Et on pourrait même rajouter notamment Romain Tamac si Mathieu Jalibert devient titulaire notamment. Et à noter aussi, justement, je parle de Jalibert, qui est aussi la grande satisfaction, qu'il a vraiment complètement bien secondé, il a même plus que secondé depuis le match face à l'Italie en Open Nation Cup, puisque même maintenant, on se pose la question, qui c'est qui est le numéro 1 ? Qui c'est qui est le numéro 1 ? Moi, j'aurais même tendance à dire que pour moi, l'équipe de France s'est forgée vraiment une équipe A'. Il y a une équipe A' qui peut prendre le relais de l'équipe A. Alors après, l'équipe A', voilà, c'est pas tous les joueurs non plus, hein, mais ceux qui sont déjà à des postes clés, pour moi, on a une bonne équipe A' qui peut être également une bonne équipe A. Je vais pas dire qu'on a une équipe B parce que l'équipe B, il me semble qu'il y a peut-être encore un trop grand écart. Mais voilà, déjà une belle équipe A' et une équipe A. Et puis, que dire de l'arrière, que notamment on pensait que Boutier, voire Ramos, avait un boulevard sur les autres, mais depuis l'automne des Checum, c'est le revenant Brice Dulin, qui est pourtant un des symboles de l'effectif de Saint-André, 2012-2015, qui revient en pleine force grâce à ses grandes performances avec le Stade Rochelet. Et franchement, on est vraiment très content de l'avoir retrouvé. Il a assuré vraiment avec ses qualités aériennes, ses relances assez audacieuses et qui est digne de French Flair. Après, notamment avoir sauvé son match, notamment face au Pays de Galles, parce qu'il n'a pas forcément fait un grand match. Ça fait plaisir de voir des revenants comme ça. Ensuite, pour tout dernier, je pense qu'on peut signaler notamment Kamisha qui a eu pas beaucoup de temps de jeu, alors que pourtant c'est un bon joueur, mais c'est le fait que Julien Marchand a été indispensable. C'est le seul à garder vraiment son niveau tout au long du tournoi. Même s'il y a quelques touches où il aurait pu faire mieux. Niveau sur la défense, c'était l'un des seuls à garder son niveau. Et ça, c'est très intéressant. Et que c'est pas anodin qu'il est devenu le titulaire. Indiscutable. Vivement 2023. Vivement déjà 2022. Aussi. Mais vivement quand même 2023 aussi. Et du coup, pour la première position, on a mis l'Écosse. L'Écosse, de toute façon, si vous nous suivez, vous savez que voilà, on a fait beaucoup de louanges à l'Écosse. C'est vraiment notre équipe coup de cœur sur ce tournoi destination. C'est l'équipe qui se réveille après une année 2020 où très franchement ils ont été très maladroits, même s'ils ont réussi quand même un superbe match contre l'équipe de France l'année dernière. Mais voilà, c'est une équipe maladroite qui corrige ses erreurs, peut-être pas tout encore parfaitement, mais qui a déjà qui a fait énormément de boulot entre l'année 2020 et 2021. C'est simple, ils sont méconnaissables. C'est une très grande nation. C'est redevenu, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est redevenu vraiment une grande nation du rugby. Quand bien même que, comme on l'a dit, au classement, ils sont déjà bien classés quand même, au classement IRB. Mais voilà, on sent vraiment que l'Écosse, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre 2020 et 2021. Leurs efforts ont payé. Ils ont fait des exploits monumentaux. Que ce soit la victoire contre l'Angleterre qu'ils n'avaient plus fait depuis plus de 30 ans, la victoire contre l'équipe de France, alors je précise pour l'Angleterre, en Angleterre, et la victoire contre l'équipe de France qu'ils n'avaient plus fait en France depuis 99. Il y a l'Italie, mais ça, l'Italie, c'est l'Italie. Et quand même de très beaux matchs face au Pays de Galles et à l'Irlande. De très très beaux matchs qui se sont joués à pas grand chose forcément, mais voilà, pour moi c'est une équipe qui
qui est redevenue conquérante. Franchement, tous les joueurs, quasiment tous les joueurs de l'année dernière qui sont revenus cette année, ils ont appris de 2020, ça se voit, et ils n'ont qu'une seule envie, ben voilà, c'est gagner, et ça se sent, et du coup, on a une équipe qui n'est plus du tout maladroite, qui veut aller aux essais, et ça fait plaisir à voir, tout simplement. C'est exact, avec des individualités. Je dirais même que, par exemple, même 2020, ils ont été quand même bons. C'est juste qu'ils ont été un peu plus maladroits que ce tournoi destination, de ce qu'on l'a sorti. C'est surtout, il y a quelque chose aussi qu'il faut ressortir, c'est que d'un côté, depuis la fin de la Coupe du Monde, ils n'ont pas perdu à chaque fois, ils n'ont pas perdu de plus de 7 points. Je sais pas si tu te rends compte, quand ils perdent, ils ne perdent pas de plus de 7 points. À tes copains que, par exemple, un domicile extérieur sur 2 ans, notamment, donc 2020-2021, c'est qu'on note, ils ont perdu qu'une seule fois en Irlande. Moi, je sais pas si tu te rends compte, ils ont un décomplexe maintenant qui sont très étonnants, et que maintenant, quand ils se déplacent, c'est une équipe hyper dangereuse et qui ne se pose pas du tout de questions. Et c'est vrai que notamment à domicile, ils ont perdu face aux Anglais l'année dernière. Ils ont perdu face au Pays de Galles vers la fin de match. Et ils ont perdu face aux Irlandais vers la fin de match. Donc même quand ils perdent, ça ne se joue pas grand-chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une Écosse aussi conquérante, aussi beau à jouer, avec des individualités qui se confirment, notamment on savait que Hoggs et Hoggs Russell avaient une qualité intrinsèque de plus la moyenne. Johnny Gray en deuxième ligne, on savait qu'il était très bon, mais il y en a un qui s'est bien démarqué, c'est Hamish Watson, qui s'est bien démarqué, même si il avait été sélectionné avant, mais il se révèle vraiment avec ce tournoi. Et on peut signaler notamment avec Van der Merwe, ça c'est vraiment la grande révélation aussi, qui est vraiment un facteur X sur l'aile, avec sa puissance dévastatrice, notamment il avait marqué un essai dans ce tournoi où il y avait, je sais pas moi, 4 défenseurs, et les bas, donc il a une puissance incroyable. Maitland de l'autre côté qui tient la route. Ils sont vraiment incroyables, ces Écossais, et à tel point que moi, dans demi-mêlée, j'avais quand même un peu peur parce que je m'étais posé la question avec la retraite de Gridley-Do international. Je m'étais posé la question, est-ce qu'il y a un autre mid-mêlée? Il y a Ali Price qui était dans l'ombre de ce dernier, mais qui assure vraiment l'héritage. Il assure vraiment l'héritage. C'est surtout qu'on retrouve de plus en plus de qualités individuelles du côté de l'Écosse qui permet qu'ils ont un peu plus de résultats positifs. Ce n'est pas encore, il manque encore un tout petit quelque chose pour atteindre l'apogée de cette équipe. Il faudra voir pour la liste des Lions britanniques, et je serais pas étonné qu'il y aurait au moins 6-7 Écossais. Et ce sera pas volé du tout. Ouais, j'ai rien à rajouter de plus du coup. Et voilà, le classement, vous le voyez, c'est 6ème l'Italie, 5ème l'Angleterre, 4ème le Pays de Galles, dans notre méritocratie, bien que ce soit eux qui aient gagné, 3ème les Irlandais, 2ème la France, et en première position l'Écosse. Bien qu'il soit 4ème au classement, d'ailleurs, très sévère 4ème position, comme on le pense. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser, et du coup, je te remercie d'avoir participé au débrief du tournoi Destination. Eh bien, merci, et bien continue aussi à faire notamment ces vidéos. N'hésite pas à me faire appel à mon expertise de ce côté-là. Au niveau rugbyistique, et continue de faire des vidéos, que ce soit des vidéos sportives comme Formule 1 ou d'autres vidéos de but humoristique qui sont très divertissantes et qui donnent envie d'avoir cette chaîne YouTube.
D'ailleurs, si vous avez envie de vous abonner, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Voilà, c'est pas interdit. Si vous aimez mes vidéos, de toute façon, vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo et peut-être d'autres. On va sur ce, je vous dis ciao. Ciao.